Merci beaucoup à toutes et tous d'être là. Et donc, je vais vous présenter du travail sur le numérique responsable et qu'est-ce que ça représente dans le monde de l'entreprise quand on le met en place et quand on grandit avec dans les équipes agiles. Avant de commencer, merci aux sponsors, sans qui on ne pourrait pas venir parler notamment de ces sujets-là. Je me présente rapidement, je suis Gwenaëlle Irien, je suis coach agile et orga. J'ai été pendant longtemps dev et Scrum Master. Et actuellement, je suis en études de psycho pour devenir intervenante systémicienne. Donc c'est un truc que j'adore et qui me passionne. Et l'autre truc qui me passionne dans la vie, c'est la transition écologique et le numérique responsable. Voilà, donc tout ça, ça fait un peu le package. Je vous mettrai tout au long de la présentation un tas de ressources, vraiment, des bouquins, des trucs à aller voir, parce que un des grands aspects, je trouve, du numérique responsable qui a passé dans le monde professionnel, c'est que comme il n'y a pas d'études là-dessus, en tout cas à nos âges, on a déjà fait nos parcours de formation. Et quand on a envie de faire avancer dans l'entreprise ces sujets-là, en fait, on est obligé de se retrousser les manches et d'aller bouquiner énormément, de faire des MOOC, faire plein de choses. Et donc, en fait, cette présentation, elle est aussi l'illustration de tout ce que ça représente comme connaissance à acquérir. Je dis pas qu'il faut absolument avoir tout lu, mais voilà, je suis quelqu'un qui partage beaucoup de ressources. Si ça fait beaucoup, c'est normal et il n'y a pas de problème. Voilà, rien n'est obligatoire. Alors, un des petits sujets aussi que je voulais remontrer en ce moment, c'est que je pense que vous avez remarqué, mais là, les sujets de transition écologique, on est un petit peu en train de se prendre un mur et de revenir en arrière, en tout cas politiquement, dans les décisions qui sont prises. Moi, ça me saoule. Je pense qu'on est nombreux sur le sujet, mais c'est pareil, c'est des mouvements, ça va, ça vient. Dans tous les cas, il va commencer à faire de plus en plus chaud, et donc, de toute façon, on va continuer à se préoccupé de ces sujets-là. Et c'est un truc que j'aime bien faire en parallèle avec aussi les projets informatiques, c'est que souvent on a des problèmes redondants, des trucs où on voit qu'on va finir par se prendre le mur. On a tendance à pas être écouté dans les équipes. Au bout d'un moment, la prod finit vraiment par planter, parce qu'il y avait vraiment un souci, et donc ça finit par être réglé. Donc, de l'expérience que j'ai des projets informatiques, on va finir par en parler plus. Donc c'est pas grave si on en parle moins, ça va revenir. Donc, cette conférence-là, elle est tirée à la base d'une première que j'ai faite de mon expérience de Scrum Master qui travaille à mettre en place du numérique responsable dans les équipes et donc à créer des projets autour de ça. C'est toutes les personnes avec qui j'ai bossé à l'époque, les copains, les copines, les bouquins, les MOOC, etc. C'est vraiment toutes les ressources sur lesquelles je me suis basée à l'époque. Cette conf, je pense, elle l'a donnée une fois. Elle m'a été commandée par le monsieur qui est ici, et qui m'avait demandé de faire un parallèle entre qu'est-ce qu'on peut faire comme pratique numérique responsable et l'agilité, comment ça peut s'inscrire dans une équipe Scrum. C'était un vrai sujet intéressant. Finalement, je l'ai donné dans plein de villes, et ça a été un sujet qui a été vraiment sélectionné par les Agile Tours, et je trouve que c'est super, parce qu'on a peu en fait, de place pour pouvoir parler de tout ça. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, de faire évoluer mes pratiques et de faire évoluer aussi la réflexion autour de ça. Un des points, je pense, qui est vraiment important à retenir, c'est que quand vous vous lancez dans des projets numériques responsables et transition écologique, c'est vraiment comme tomber dans le terrier du lapin blanc version Alice au pays des merveilles, parce qu'on rencontre plein de gens, plein de trucs, c'est hyper intéressant. En France, on est vraiment très avancé sur le numérique responsable. On fait partie des pays européens qui sont vraiment dans le top là-dessus, dans la réglementation, l'éthique, et donc ça, c'est vraiment super. Mais il y a un côté aussi Matrix, parce que ça remet en cause en fait énormément de questions, et ça fait qu'on se met à réfléchir à beaucoup de choses dont on ne nous demande pas forcément de réfléchir dans le monde professionnel. Et donc en fait, cette conférence, elle vient aussi pour parler de ça, au sens où c'est pas aussi anodin, entre guillemets, que de faire un nouvel choix architectural ou juste d'essayer d'économiser des performances. Faire du numérique responsable, ça représente énormément de domaines, et donc ça demande de se mettre à réfléchir d'une manière différente sur notre place dans le monde du travail. En tout cas, c'est mon approche, et c'est les retours que j'ai eus de terrain et de beaucoup de gens avec qui j'en ai discuté. Donc ça a posé énormément de questions. Le sujet de la première conférence reposait sur un manifeste qu'on avait créé avec les équipes qui essayait de reprendre en fait le manifeste agile en prenant en compte comment est-ce qu'on veut faire du numérique responsable. Et faire ça, c'est-à-dire essayer de réduire l'exploitation des biais cognitifs dans les applications, rendre nos applications moins énergivores,
Consommer et créer des marchés captifs, peut-être pas. Parce que quand on installe des logiciels qui font que nos clients ne sont pas capables de travailler autrement que sans nous, par exemple, ça pose des vraies questions. Et enfin, qu'est-ce que ça veut dire la course à la croissance dans notre domaine? Qu'est-ce que ça veut dire de faire de plus grosses infras, de permettre un effet rebond de consommation sur des vêtements, sur du matériel, etc. En fait, quand on met en place les règles du numérique responsable sur une application agile, ça fait qu'on remet en cause en fait, beaucoup aussi le fonctionnement de l'entreprise. Donc voilà, ça a créé beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Je vous ai mis un peu typiquement les questions que j'ai eues. Et la deuxième partie de la conf va traiter de l'impact des IA génératives et de qu'est-ce que ça veut dire justement sur les business models et nos façons de travailler. Parce que justement, l'IA générative, elle a des boulets, quoi, vraiment. Et pour ceux qui, comme moi, travaillent au fait de mettre en place du NR dans des entreprises ou sur des projets, on m'a dit qu'on prenait l'argent que j'avais négocié pendant longtemps pour faire changer des choses, pour pouvoir le mettre dans des investissements qui sont très énergivores, par exemple. Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça fait, quoi. Désolée pour l'impression un peu longue, mais parce que justement, travailler sur ces sujets-là, ça fait qu'on ne peut pas juste dire voilà, voici mon retour d'expérience. En fait, ça demande d'avoir mis en place quelles sont les bases réflexives sur lesquelles on essaye de faire changer les choses. Donc, la première base réflexive, c'est que l'esprit critique, c'est pas automatique. Et que l'esprit critique, c'est pas un truc qu'on nous apprend à l'école. Et que, en fait, le fait de savoir si on veut ou non se mettre à réfléchir sur quelque chose et de savoir si ou non les sources sur lesquelles on se base, elles sont bonnes, c'est un truc qui est constant. Donc, je sais pas si vous connaissez système 1, système 2, sur les formes de réflexion. Ok. En très rapide, système 1, ça va être notre système intuitif. C'est ce qui nous permet de prendre des réflexions extrêmement rapidement. On va toujours s'asseoir dans la même chaise, dans la même salle de réunion parce que c'est plus rapide. On va choisir tel vêtement-là parce qu'on se sent plus à l'aise dedans. Et c'est aussi ce système-là qui va faire qu'on va partager un post sur les réseaux sociaux sans vraiment y réfléchir parce qu'on est dans un moment d'émotion. Le système 2, il consomme énormément d'énergie. Donc le cerveau aime pas trop ça, parce que c'est lui qui consomme le plus dans notre corps. Et c'est celui qu'on va mettre en route quand on va se demander si on n'est pas en train de lire une fake news sur Twitter, par exemple. Ou qui va nous demander d'aller regarder les sources d'une étude scientifique et d'aller regarder effectivement si tout ça est prouvé. C'est vraiment ces deux différences-là. Pour faire parallèle, j'étais à la soirée des speakers hier et on discutait sur les comportements des product owners. Et j'avais une amie qui disait « Moi, ma PO, elle est super, elle gère trop bien et tout. Par contre, dès qu'on lui demande de faire quelque chose, genre il faut implémenter un fichier Excel, elle le fait, elle se pose pas la question. » Et donc on rigolait autour de qu'est-ce que ça veut dire mettre en place un système 2 dans notre création de backlog et quand on est en train d'implémenter de nouvelles features. De pas juste dire oui, mais de reposer la question de pourquoi on le fait. Et donc voilà, c'est quand est-ce qu'on se met à réfléchir sur les choses. Donc j'ai écrit la suite à cause de tout ça. Oh. Ça va être moins drôle sans les slides. Ouais, ok. À mon avis, il se fait un pause tout seul. Économie d'énergie, tout ça. Et pourquoi aussi la 2 ? C'est parce que comme l'esprit critique, c'est pas automatique et qu'en ce moment, les géants de la tech qui produisent les logiciels et outils sur lesquels on se base nous pour travailler, ils sont un petit peu, je trouve, en train de vriller quand même leur casque. Parce que... en tout cas, en tant que femme, je me sens pas bien sur le fait qu'on remette en place des choses par rapport au droit à l'avortement, sur ma place dans la société ou mon droit à la parole. Le fait que le président des États-Unis ait dit à un moment qu'en fait, il faut boire de l'eau de Javel pour soigner le Covid. Enfin, ou le fait que oui, on va aller sur Mars et que c'est comme ça qu'on va sauver l'humanité. Il y a un moment, ça va. C'est pas possible, au sens où du coup... Je trouve que ça crée déjà en fait une distanciation et une façon de réfléchir sur nos métiers parce que toutes les technologies qu'on utilise, la façon qu'on a de créer de la tech, elle repose aussi sur une idéologie, une façon de penser et des choses qui nous sont apportées par d'autres personnes. Et en fait, on ne se pose pas forcément toujours la question. Et je trouve qu'avec l'IA générative, on verra après, toutes les questions d'éthique et d'utilisation des données, si on ne se les pose pas, eux, justement, je me suis demandé en fait à quoi ils pensent et qu'est-ce que ça représente pour eux. Les équipes aussi, hein, on en a beaucoup discuté. Sachant qu'en plus, ils sont tous copains. Ils ont tous beaucoup de sous. Et ils ont tous beaucoup de pouvoir grâce à ces sous-là. Donc ça m'a posé beaucoup de questions. Hop, je suis revenue en arrière. Donc,
pour travailler sur l'esprit critique, je pense que vous connaissez pas mal de chaînes sur YouTube. Moi, j'adore YouTube, paradoxalement. Je regarde beaucoup de contenu dessus. Et notamment, j'ai découvert la notion de pré-bunk et debunk. Je ne sais pas si vous connaissez ces différences-là. Ouais. En fait, le debunk, c'est quand on va prendre une information sur les réseaux et qu'on va déconstruire. Donc, par exemple, ça va être la Terre est plate, non, parce que... Et là, ça vous prend une plombe à expliquer. Alors que dire que la Terre est plate, ça va assez vite, ça prend pas mal de temps. Et donc, le debunk, c'est intéressant. Le truc, c'est que ça va toujours beaucoup plus lentement que la propagation d'une information. Et la notion de pré-bunk, c'est plutôt comment est-ce qu'on va donner à disposition des gens toutes les informations pour qu'ils puissent être autonomes dans leur façon de penser, réfléchir et apprendre les choses. Et donc, ça va être tout ce qu'on pourrait maintenant donner à l'école aux jeunes. Moi, je donne pas mal de formations dans des universités et des cours pour les ingénieurs. Et donc, c'est quelles informations et comment est-ce qu'on leur passe en fait la façon de penser pour qu'ils puissent être plus autonomes dans leur esprit critique et dans leur façon de remettre en cause justement les modèles économiques, par exemple, sur lesquels on travaille. Et cette nana qui a un rire bizarre et qui fait des épisodes chelous, elle est quand même géniale. Donc je vous la conseille vraiment parce que en vulgarisation et esprit critique, elle est très paix. Je reviens pas dessus, mais c'est aussi un truc dont on a beaucoup parlé, c'est qu'en fait, il y a une différence entre avoir une opinion et avoir un consensus scientifique. Et donc quand vous travaillez avec vos équipes sur la mise en place du numérique responsable, par exemple, vous allez vous heurter à toutes les personnes qui ont des opinions sur qu'est-ce que ça veut dire la crise climatique ou qu'est-ce que ça veut dire faire mieux au niveau éthique par rapport à qu'est-ce qu'il y a comme consensus scientifique. C'est important de pouvoir dire « Eh oh, on se calme, on arrête de s'entretuer et on va regarder qu'est-ce qui est dans les faits et qu'est-ce qui est de ce qu'on pense ou de ce qu'on veut. » Parce que sinon, en fait, ça fait que... Déjà qu'au niveau gestion de conflit dans une équipe, ça peut être compliqué, mais alors quand vous en arrivez à je me sens pas bien parce qu'il fait plus 2 degrés, plus 4 degrés, etc., ça peut être très dur. Donc c'est une bonne base, je trouve, sur laquelle revenir. Sachant qu'en plus, encore une fois, je sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, les scientifiques, ils ont plus le droit d'utiliser plein de mots. À commencer par le mot femme. Je veux dire... C'est pas grave, ça définit quasiment rien, enfin, on est tranquille. Mais aussi tous les mots autour de la transition écologique, du genre, des choses en fait qui permettent de plus penser, de plus réfléchir. Et donc dans le fait qu'un gouvernement puisse dire, en fait ces mots-là, ils n'ont plus de place dans une étude scientifique, qu'est-ce que ça veut dire de la recherche scientifique ou du fait que ça serait bien qu'on accueille les scientifiques justement, nous, pour qu'ils puissent continuer. Donc les mots, c'est important, les concepts, c'est important, et la façon dont on réfléchit, c'est important. Et on n'en parle pas forcément dans le monde professionnel, et ça peut mettre les gens mal à l'aise. Et je trouve que c'est justement des sujets à discuter et à remettre dans un cadre de règles de vie et de discussion quand on essaye de faire différemment. Et donc moi, comme je trouve que l'esprit critique is the new sexy, je vous conseille une plateforme que j'aime beaucoup qui s'appelle France Université Numérique, dans laquelle il y a des cours d'université qui sont gratuits, qui sont d'une très très bonne qualité et qui permettent de se former sur vraiment un tas de sujets. Donc, mais vraiment, ça va de la médecine à l'esprit critique, au numérique responsable. Il y a un MOOC de l'INRIA qui est génial dessus et où vous pouvez envoyer justement les équipes se former si elles ont des questions et qu'elles sont curieuses. Vraiment, un jour, il va falloir que j'apprenne la différence sur ces 2 flèches. Et sinon, je vous ai donné plein de chaînes, justement, pour travailler sur l'esprit critique et toutes les questions qu'on peut se poser autour de ça. Comme l'esprit critique, c'est pas automatique, un autre truc aussi que ça a beaucoup positionné dans les équipes et les questions qu'on s'est posées, c'est... alors attends, mais qu'est-ce qu'on entend dans les médias? C'est quoi l'idéologie dominante? Comment est-ce qu'on nous dit qu'il faut penser par rapport justement aux géants de la tech? Et donc on s'est posé la question de qui possède les médias. Je ne sais pas si vous connaissez cette carte-là. Ça commence à monter là, quand même. Hein. Globalement, c'est possédé par des gens vraiment ultra riches. Voilà. Et donc ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs et les mêmes envies que nous. Et donc ça pose des questions sur qu'est-ce qu'on voit. Je pense qu'on ne va pas se lancer sur les sujets trop politiques là aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous faire toucher le truc. C'est qu'en fait, commencer à travailler sur les aspects sociologiques, accessibilité, humain du numérique, on touche vite à ça, en fait. Donc je vous propose plein d'autres médias qui ne sont pas payés par des ultra-riches, qui sont payés par les gens en fait, qui les lisent et qui essayent justement de travailler sur la notion d'esprit critique et de debunk sur les questions sociologiques, économiques. Et ils parlent aussi pas mal de la tech. Hein. Donc je vous les conseille, ils sont vraiment top. Donnez des sous.
Bon, du coup, l'autre problématique que ça apporte par contre, c'est que quand vous commencez à vous intéresser à tous ces sujets-là, de la transition écologique, de l'économie, de la remise en cause en fait de comment les GAFAM nous poussent des informations, souvent ça fait beaucoup. Et puis ça fait trop aussi, des fois, émotionnellement. Les équipes, des fois, elles me disent « mais moi j'en peux plus, j'ai pas envie de travailler sur ça, ça me fatigue, c'est triste, le monde va mal, tu fais chier. » Je comprends. Et ça doit faire partie aussi des cadres et des règles de vie. Donc faire des pauses, créer des communautés en interne avec des gens qui sont intéressés dessus et qui savent qu'il faut faire des pauses et qui connaissent les limites, qui peuvent en discuter de ce que ça représente. Le fait de pouvoir faire des choses qui font du bien, c'est vraiment important. Et ça, c'est un truc où je reviendrai jamais assez dessus, mais en fait, passer du temps sur des nouveaux imaginaires, sur d'autres façons de travailler, de voir le monde, ça fait aussi recharger les batteries. Donc, c'est des sujets importants, c'est des sujets intéressants, il faut y aller, mais ne faites pas que ça. Et c'est important de le dire aux équipes. Dans les autres notions que ça a déconstruit entre nous, j'irai pas trop longtemps dessus parce que je trouve qu'en ce moment, avec la taxe Zuckman et toutes les questions politiques, c'est vraiment polémique, mais il y a toute la notion autour de la méritocratie et de qu'est-ce que ça veut dire bien faire son travail, jusqu'à quel point, qu'est-ce que c'est que la notion de burn-out, de fatigue, d'épuisement, qu'est-ce que ça veut dire de faire des choix éthiques et moraux. Notamment avec la question de la taxe Zuckman. Je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais renseignez-vous, parce que c'est vraiment très très important. L'égalité en fait, de l'impôt de tous les citoyens, c'est dans la Constitution française, donc c'est une vraie question. Et donc d'autres informations moi, que j'ai trouvées très très bien, notamment la place de L'art de ne pas dire de Clément Viktorovitch, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ce gars-là, il travaille sur toute la question de la rhétorique et de la communication dans la politique. Et il a fait une très très bonne pièce qui parle justement en fait de comment est-ce qu'on fait monter certaines idées et certains personnages en politique, sans forcément avoir une idéologie derrière en plus. Enfin, qu'est-ce que ça a déconstruit? C'est aussi toute la question de notre système économique et de comment est-ce qu'on consomme, puisque ça veut dire qu'on est en train de remettre en cause est-ce que c'est normal de pouvoir commander un t-shirt fait en Chine à 2h du matin sur mon application mobile en n'ayant aucun frais de port, sachant que c'est une des industries les plus polluantes au monde. Enfin, travailler avec des gens qui sont sur des applications qui ont un effet néfaste sur la planète, c'est un vrai truc, quoi. C'est une vraie question. Et donc, ça a reposé plein de questions, notamment sur la question du ruissellement. Sachant que, spoiler alerte, c'est une théorie qui a été poussée, mais c'est pas une théorie scientifique, le ruissellement. Il n'y a absolument aucun papier scientifique qui prouve que ça existe, que ça fonctionne. Par contre, il y a plein de papiers scientifiques qui prouvent que ça fonctionne pas. Voilà. Et donc, ça nous a fait travailler aussi sur c'est quoi les économies, c'est quoi la création monétaire, c'est quoi les façons de penser sur ces théories-là. Je vous présente vraiment mon préféré de tous, Milton Friedman. Donc lui, il considère qu'en fait, il faut une déréglementation de notre système économique, qu'il faut un affaiblissement du rôle de l'État, qu'il ne faut pas de réglementation sur la façon qu'on a de faire du commerce, qu'il ne faut pas qu'il y ait d'influence des politiques publiques, etc. Je pense que ça commence à vous parler par rapport, là, par exemple, à ce qui se passe au système américain actuellement et à ce qu'on peut vivre, des fois, socialement en France. Je sais que ça gratte, hein. C'est des sujets qui sont compliqués. Mais parce que c'est pour vous dire, en fait, ce que ça a représenté. C'est pas juste mettre en place, de fait, du code un peu plus léger ou de enlever un serveur, en fait, de faire du NR. Pas forcément. Ça peut prendre plein d'étapes différentes. 30 minutes, ok, parfait. Donc c'est fait pour. En fait, la conférence, elle est aussi faite pour vous montrer tout ce que ça peut représenter d'aller réfléchir sur ces sujets-là. Donc, il y a d'autres systèmes économiques qui existent, que j'aime beaucoup, qui sont super intéressants. Donc je vous ai donné plein de ressources, mais j'aime bien quand même faire cette petite question des fois dans la conférence, c'est est-ce que vous savez comment est-ce qu'a été créée la monnaie? Non? Vous n'avez pas fait d'études d'économie? Non. Ok. Alors, dans les écoles d'économie qu'on dit du coup orthodoxes, qui sont la plupart des cours dans le monde, c'est à peu près 99% des cours en fait qui sont donnés dans les universités et les écoles d'économie. On dit qu'en fait, la monnaie, ça a été créé parce que tu comprends, si je veux t'acheter un quart de sanglier et que toi t'as que 15 pommes, eh ben c'est pas correct et qu'il faut trouver un système d'échange qui permet de faire quelque chose d'égalitaire.
Parce que en fait, avant, il y a très longtemps, il y a quelqu'un qui s'est spécifié dans le fait de faire des flèches, et puis il y en a un autre qui s'est spécifié dans le fait de faire des chaussures. Et donc, comment est-ce que tu arrives à échanger des chaussures contre des flèches, par exemple ? La vraie vérité de ça, ce qu'ils disent les ethnologues et les anthropologues qui ont observé des gens qui vivent encore actuellement sans monnaie, c'est qu'en fait, les gens, ils mettent les trucs en commun, et puis ils s'entraident et ils partagent. Voilà, ça s'appelle une maison commune, et c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, la monnaie, ça a été créé à partir du moment où il y a des grands empires qui se sont répandus, qui ont eu besoin d'avoir leurs armées, qui se déplacent, et donc en fait, a été créée toute la notion d'impôt et justement de monnaie pour faire circuler de l'argent, pour que les troupes puissent se nourrir et puissent trouver une assise sociale quand elles étaient en train de se déplacer. Donc c'est plutôt un outil d'expansion et de croissance en fait d'une population plutôt qu'un outil de régulation de comment est-ce qu'on échange ensemble. Parce qu'en fait, à la base, les êtres humains, ils mettent en commun. Voilà. Et puis ils se débrouillent ensemble et ils font des petits hameaux d'êtres humains. Ils ne sont pas en train de s'expandre partout et de coloniser la Terre entière. Là, ce que je vous dis, ça s'appelle une théorie d'économie hétérodoxe. Donc il y a 1% des économistes dans le monde qui commencent à parler de ça. Ça fait bizarre quand même. C'est pour vous dire aussi, au niveau esprit critique, c'est qu'en fait, la notion de la création de la monnaie au niveau orthodoxe actuel, elle se base sur les bouquins d'Adam Smith, elle se base sur plein de choses qui n'ont pas été validées scientifiquement, en fait, par les anthropologues, les historiens, etc. C'est quasiment comme s'ils ne se parlaient pas. Moi, ça m'a posé question. Donc, on en arrive du coup au dernier sujet compliqué, c'est que si on a fait le tour de ok, donc comment fonctionne notre système social, c'est qui les GAFAM, qu'est-ce qu'ils pensent, quel est le système social, économique et l'idéologie qu'il y a, qui fait qu'on en arrive là. Parce que si on se retrouve à faire du NR, certes, c'est parce qu'il y a le RG2A, l'accessibilité, le fait de prendre en compte un champ social et de plus faire attention aux êtres humains qui utilisent le numérique, puisqu'on est en train de tout dématérialiser. Mais il y a aussi le fait, je pense que vous êtes au courant, qu'on est en train de manquer de matériaux de plus en plus. Ouais. Qu'il faut des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériaux pour fabriquer un ordinateur, et que ça pollue énormément. Ça, je pense que on est bon. Il y a eu tellement de confs sur les 3-4 dernières années que je ne refais pas une intro sur en quoi il y a des impacts environnementaux, mais on est pas mal. On n'est pas les pires, les vêtements ça peut être terrible, la viande c'est terrible, l'agriculture c'est compliqué, mais quand même, le numérique ça a un impact. Donc c'est aussi pour ça qu'on se retrouve à en parler. On a du coup regardé aussi comment est-ce qu'on pourrait communiquer dans l'entreprise et qu'est-ce que ça veut dire de passer des informations autour de ça et comment ça se construit en fait la façon de communiquer et de mettre en avant des choses qu'on peut considérer comme bonnes ou pas. Et on a découvert qu'en fait vraiment le tabac pendant très longtemps on en a fait une super pub, que c'était bon pour la santé, que ça ouvrait les poumons des enfants, que ça soignait les maladies pulmonaires, enfin vraiment. Et les gars à l'époque ils étaient au courant que ça filait des cancers. Peut-être pas au tout début, mais après, assez vite, ils ont été au courant. Ils ont tellement été au courant qu'ils ont payé des chercheurs pour créer des papiers scientifiques qui prouveraient que non, en vrai, ça va. Bon, spoiler alert, ça ne va pas. Le truc, c'est que ça met un petit peu de temps à se savoir, quoi. On ne meurt pas au bout de 3 cigarettes, ça met un peu de temps à se mettre en place. Et donc, je trouve que c'est assez similaire aussi avec la question du climat et avec la question de comment est-ce qu'on traite les difficultés et la transition écologique dans une entreprise. En vrai, ça va. Demain, ça sera pareil. Vous aurez toujours votre ordinateur et de l'électricité et à manger et du café dans la machine. Je viens d'apprendre que consommer du café, ça pollue énormément. Et ma vie, c'est le café. Je suis vraiment dans un moment de deuil actuellement. C'est dur. La chicorée, c'est bon, ça va, mais... Et donc, on a réfléchi aussi autour de ça, sur qu'est-ce qui fait que, au bout d'un moment, on finit quand même par dire collectivement, en vrai, le tabac, vraiment, ça tue des gens. Et on est obligé de faire de la réglementation. Tellement que maintenant, en fait, y a toutes les notions de moi sans tabac et de ah ouais, mais en fait, les cancers, ça coûte hyper cher à la sécurité sociale. Collectivisation des pertes, tout ça. Et donc, on s'est renseigné aussi sur comment est-ce qu'on a communiqué autour de la crise climatique et de comment est-ce qu'on s'est rendu compte que ça pollue, depuis quand on le sait, et comment est-ce que ça a été mis en place dans les médias, et comment est-ce que les compagnies pétrolières, elles ont géré justement l'information autour de ça. Ce que vous voyez là, 1991, 13, 17, c'est des études scientifiques aussi qui ont été payées par ExxonMobil pour montrer qu'en fait,
Vous voyez le camembert avec le petit pourcent qui sort là? Ça, c'est soi-disant l'impact humain. En 1997. Le rapport du GIEC, ça existait déjà. Enfin, d'ailleurs, est-ce que vous savez qui a inventé le GIEC? Qui a créé le GIEC? Non? Parce que celle-là, moi, je l'adore. Donc, c'est Margaret Thatcher et Donald Reagan. On ne s'attend pas trop à... Parce que eux, les théories économie hétérodoxes dont je vous parlais, la consommation à fond, c'était vraiment leur délire. Hein. En fait, ils ont créé le GIEC à la base, justement, pour qu'il y ait un consensus scientifique autour de... En vrai, ça va... les scientifiques qui se sont mis à bosser, parce qu'en fait, ils ne sont pas rémunérés pour ça, ils sont bénévoles, ils prennent du temps en plus pour se réunir et travailler, et en vrai, ça va pas... Mais je trouve ça rigolo. L'humanité est quand même drôle dans sa façon de faire. Et un des trucs qui m'a le plus choqué, je ne sais pas si vous connaissez Pierre Rabhi, par rapport aux écologistes et tout ça, et toute la notion du petit colibri, c'est à plusieurs avec les petites actions et tout. Ouais. En vrai, c'est aussi eux qui ont créé un peu cette notion de la taxe de tout le monde peut faire son petit usage, parce que c'est eux qui ont mis en place les premiers la notion de empreinte carbone. Donc c'est une compagnie pétrolière qui a dit que chacun avait une empreinte carbone et qu'on devait tous faire attention. Je vous la laisse... Moi, elle m'a... Et en fait, des fois, avec les équipes, on vit le même truc. Hein. C'est pareil, c'est l'équipe qui doit faire mieux, qui doit faire 1 heure de plus, qui doit nanana, etc., etc. Alors que des fois, en fait, c'est vraiment des injonctions contradictoires et que l'entreprise, elle respecte pas. En fait, certaines choses, certaines limites et certaines responsabilités. Et encore une fois, je suis pas en train de vous faire une conférence en mode guérilla et tout ça, mais c'est juste que c'est ça que vous allez affronter si vous commencez vraiment à réfléchir à faire du numérique responsable et pas juste à économiser un serveur ou à éteindre votre prod le week-end, quoi. C'est autre chose. Enfin, ça peut être autre chose. Toute la notion de greenwashing, elle est compliquée, justement, par rapport à ça. Et un des trucs qui m'a vraiment secouée, c'est que pour être fresqueuse de la fresque du climat depuis le tout début, d'être fresqueuse pro de la fresque du numérique, j'ai mis en place la fresque du numérique dans l'ancienne boîte où j'étais, enfin voilà, je suis une vraie fresqueuse qui aime ça et tout. En vrai, ça marche pas si bien si les gens, ils peuvent pas faire des trucs après. Et dans faire des trucs, il n'y a pas mettre la bouteille de lait dans la poubelle jaune. On ne considère pas ça comme une action, en vrai. Ça ne nous fait pas spécialement du bien. On n'a pas l'impression de faire changer les choses. Et donc, en fait, quand vous lancez les sujets autour du numérique responsable, faut vous attendre à ce que les gens ils vous demandent d'en faire plus et qu'on ne va pas juste mieux éco-concevoir notre fonctionnalité ou justement économiser un serveur. Il y a certains êtres humains, pas tous, mais il y en a une partie qui vont vous dire « Ok, comment est-ce qu'on change le business model de notre entreprise qui est toxique ?» Voilà. Donc, je ne vous décourage pas de faire ces projets-là. Je dis juste que c'est important d'en prendre toute la complexité. Parce que sinon, en fait, on fait du greenwashing et on passe à côté. Et on perd des gens. Donc... Ça, c'est juste pour le plaisir, parce que ça m'a toujours remonté le moral et que j'aime beaucoup ça, mais allez regarder la Pixel War. Je ne sais pas si vous connaissez. The Great Review a fait une super vidéo là-dessus. Le concept, c'est juste une gigantesque toile qui est lancée par Reddit pour les fêtes d'avril, je crois, enfin les poissons d'avril. Et vous avez le droit de poser un pixel toutes les 5 minutes d'une certaine couleur. C'est la seule règle. Vous avez un compte, il y a une toile, vous mettez un pixel d'une certaine couleur. Dans la vraie vie, ils ont fait des fresques incroyables, les êtres humains, en se mettant tous d'accord sur Discord et en faisant de la collaboration. Donc, oui, tout ce que je vous ai montré juste avant, ça peut être un peu déprimant et ça peut être un peu en mode « Ok, mais comment est-ce qu'on se rassemble? Comment est-ce qu'on fait les choses et tout ?» En vrai, on peut faire des trucs de ouf. Hein. Vraiment, vraiment. Mais par contre, quand on a un objectif, qu'on sait où on va et qu'on raconte pas des conneries aux gens, ou qu'on leur dit pas qu'on va changer le monde en juste économisant un serveur le soir. Il y a des gens avec qui ça va être ok, il y a des gens qui vont vraiment vous en vouloir de ça. C'est comme dire qu'on va faire de l'amélioration continue et qu'en fait, non. Enfin, il y a un moment, une rétro, si tu peux pas mettre en place les actions que tu as prises, stop, arrête, tu vas me stresser là. Donc, une fois que je suis ressortie de tout ça avec les équipes, ça m'a fait faire un petit peu le bilan de qui j'étais, de comment je travaillais et tout ça. Donc, je me suis rendu compte de qu'est-ce que ça veut dire le fait que je crois pas à la théorie du ruissellement, que je crois pas à la croissance infinie, que je crois pas à la méritocratie, que je pense que sans justice sociale, on n'y arrivera pas au niveau de la transition écologique, en fait, parce que le fait qu'il y ait des ultra-riches qui, eux, ont une empreinte carbone qui est tellement 1 milliard de fois supérieure à tout le monde, l'histoire des colibris, il y a un moment, ça va, quoi. Okay.
Et donc, en fait, j'ai été aussi consciente de mes privilèges de classe, d'avoir eu des parents qui m'ont parlé de la streaming très jeune, du fait que j'ai eu accès à des livres, etc. Mais donc aussi que quand j'arrive et que j'ai envie de travailler sur des sujets comme ça dans une entreprise, il faut que j'ai conscience de qui je suis et de ce que j'apporte et de ce que je veux faire. Et donc des fois, il y a des trucs que j'ai envie de faire, l'entreprise, elle veut pas les faire. Alors des fois, on le vit en tant que Scrum Master, en tant que chef de projet, parce que on a envie de changer des choses et faire de l'amélioration continue, et ça se heurte déjà au management et aux façons de faire. Mais alors, le niveau, on va changer des choses au niveau du business model, où on va pas faire cette fonctionnalité parce qu'elle a vraiment trop d'impact toxique sur le climat. Là, on est to the sky. Donc en fait, la question du mandat d'un projet numérique responsable, elle est aussi très très importante. C'est qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui est d'accord avec l'entreprise, parce qu'encore une fois, c'est pas à nous de décider à la place des autres. Par contre, c'est comment est-ce qu'on discute du cadre et comment est-ce qu'on se met d'accord, quoi. Et donc, cette démarche, donc, qui est vraiment une démarche d'amélioration continue. Spoiler alert, l'amélioration continue en entreprise, c'est déjà compliqué. J'adore ça, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Si on devait tout enlever de Scrum et de l'agilité, moi je garde juste l'amélioration continue. C'est compliqué. Et qui vise à améliorer l'empreinte écologique, donc toute la question de économie, croissance, consommation, etc. et sociale. On ne laisse pas les humains à la ramasse. Quand ils ont un téléphone pourri, on les prend en compte dans notre application parce que tout le monde n'a pas le dernier iPhone 15. Tout ça. En fait, voilà. Ça, pour moi, ça repose sur tout ce que je vous ai dit avant. J'avais pas capté au début, La première conf, je vous jure que j'étais en mode « Ouais, on va économiser des serveurs et faire de l'éco-conception et ça va être trop bien. » Je me suis pris des murs. Et donc j'ai trouvé ça important en fait de vous passer les choses. C'est parce que j'aurais pas eu l'impression de faire mon travail jusqu'au bout en tant que Scrum Master pour le tout à l'époque, en ayant juste sorti de la première conf et en étant en mode toute mimi « Ouais, c'est trop bien, on peut faire ça, 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 ça. » Dans la vraie vie, c'était plein de discussions et plein de bouquins à lire, quoi. Voilà, et plein de prises de conscience. Je vous ai remis le manifeste, mais clairement, ce que j'ai invité dans la première conférence, c'était faites le vôtre, en fait. Prenez en compte comment est-ce que ça veut dire de faire mieux. Nous, par exemple, sur une application de betting, on s'est posé énormément de questions. Notamment sur le fait que les gens, en fait, ils n'ont pas le dernier iPhone 15 et que si ton appli, elle crame les téléphones des utilisateurs, c'est normal que tu aies 3 étoiles sur un store, quoi, par exemple. Mais ça peut être aussi du NR. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est relié à plein de trucs. Et donc maintenant, s'il me reste suffisamment de temps, je l'ai prévu pour pouvoir skipper des trucs, donc 15, ouais à peu près. 16, ok, ça roule. On va appliquer un peu tout ça à l'IA générative, si ça vous va, parce que c'est un peu le sujet brûlant. Et que moi, quand justement, après plusieurs années à négocier âprement du temps, souvent bénévole, pour travailler sur du numérique responsable et sur qu'est-ce que ça représente, etc., et qu'on m'a dit, on prend tout ton budget, on va tout mettre sur l'IA générative, j'étais en mode genre... C'est bizarre. On m'a fait il n'y a pas d'argent magique. En vrai, si. Mais c'est juste qu'il était plus dirigé vers le truc qui m'intéresse, moi. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là ? Ouais, je sais que c'est un peu une conférence un peu bizarroïde dans un truc d'Agile Tour et tout, mais bon, ils me font confiance, ils me laissent parler, donc ça va. Mais je sais que c'est pas le truc classicos, quoi. Donc, si on reprend l'humain et ses besoins et l'exploitation de ses biais cognitifs, parce qu'il va quand même falloir que je drive, parce qu'en 15 minutes, ça va être chaud. Dans la première, je parlais donc, énormément des dark patterns. Je sais pas si ça vous parle. Ouais. Oui, quand même. Quand vous êtes sur Booking et qu'on vous dit combien de personnes sont en train de regarder la page, combien de personnes ont déjà réservé le logement et qu'en plus, il n'en reste plus qu'un, et que c'est en rouge et que ça clignote, tout ce genre de... Voilà. Et donc... je le répète parce que c'est important et que c'est resté vrai, un clicker n'y arrive jamais seul. Derrière une feature, il y a le fait qu'on y ait pensé. Le fait de pouvoir commander un t-shirt à 2h du matin dans son lit qui va être fabriqué en Chine, il y a quand même un clic derrière. Un autre truc, et donc je vais faire beaucoup de références à l'équipe d'une association qui s'appelle les Limites Numériques. Ils sont géniaux, je les adore, ils travaillent trop bien. En plus, ils font ça gratos et tout, vraiment, c'est des brutes, ils sont trop cool. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les bouquins IA générative, en mode dark pattern, là, ils sont tous violets. Et ils sont tous évanescents, avec une petite étoile et tout. Ça coûte rien, c'est magique, voilà, ça va, c'est tranquille. En vrai, non, on va en parler un peu de l'impact, mais vraiment, c'est un design pattern qui, en plus, est répandu par tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un sigle pour tout le monde, pour parler de l'IA gène. Vraiment, il est violet et c'est des petites étoiles.
C'est bizarre que ça soit à ce point-là harmonisé quand même. Je suis pas en train de vous faire le truc du complot, mais je veux dire, il faut se poser la question. En plus, c'est trop votre pote, il est disponible partout, en un clic, il est arrivé sur toutes les interfaces, vous l'avez pas vu venir, il était déjà là, puis en plus il est sympa, il s'appelle Bob. Voilà. Puis pour déjà avoir discuté avec ChatGPT, en plus il peut avoir l'air sympa et tout, hein, vraiment quoi. Par contre, faites gaffe parce que justement, vous partagez tout des fois. Et j'ai déjà eu des consultantes qui sont venus me voir en me disant « Mais du coup, avec la version gratuite, le fait que j'ai donné des documents de mon client, que nanana... » Voilà, donc un des gros trucs quand même où je dis « Ouais, c'est pas juste, on m'a pris mon budget numérique responsable pour faire de l'IAGEN. Mettez du budget dans le fait de former les gens sur qu'est-ce que c'est que l'IAGEN et c'est quoi justement les données derrière. Faut mettre des sous, hein, c'est important, parce que les bêtises derrière, c'est assez terrible. Et puis profitez-en pour mettre un truc sur les impacts environnementaux. Voilà, mais... J'en remets une petite couche parce que je me sens quand même très concernée. Mais le fait qu'on puisse faire des deepfakes où en fait ton image elle est représentée dans des films pornographiques avec ton visage, le fait que les modèles ils sont pas entraînés sur des informations des femmes, notamment pour la détection des cancers, le fait que quand on demande à ChatGPT qu'est-ce que c'est qu'une personne intelligente et qui a réussi, c'est toujours un homme blanc. Et je sais pas contre vous les garçons, il y a pas, voilà, c'est juste que c'est sur ces données-là qu'elles sont entraînées et donc elles sont aussi codées par la plupart, en fait, par des hommes blancs dans une certaine culture dont on a déjà regardé justement les conséquences et les idéologies. Je dis pas que tout le monde est comme ça, je dis juste que structurellement, de manière systémique, c'est plutôt comme ça que c'est construit. Et donc en fait, on peut pas complètement faire confiance à tout ça, et on peut pas ne pas les remettre en cause et se poser des questions d'éthique, tout simplement parce que c'est pas fait de la même éthique, en tout cas, que par exemple la mienne. Ou par exemple celle de vos équipes. C'est un vrai sujet. Moi, ça me fout les jetons. Le fait qu'on détecte mieux les cancers des personnes blanches que des personnes noires, c'est pas normal, en fait. On a tous le droit à être mieux détectés. Et justement, j'en reparlerai, mais l'IA, si c'est fait pour détecter les cancers ou les problématiques de santé, moi, je suis à fond pour. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas, je suis pas anti-innovation. C'est pas le sujet. Donc bon, je reviendrai pas sur la quadrature du net, hein, mais... En plus, on le sait que les datas, elles sont entraînées par des gens qui sont dans d'autres pays, qui gagnent pas du tout la même chose, qui n'ont pas les mêmes conditions de vie, et c'est nous qui utilisons les choses. Donc c'est toujours le même système qu'on fait dans notre culture à nous. C'est-à-dire que par exemple, on va faire produire des vêtements ailleurs qui polluent au moment de leur production, on les utilise, pas assez, et ensuite ils sont renvoyés en Afrique par exemple dans des décharges gigantesques. C'est ça qui arrive à 80% des vêtements. Okay, on utilise 30% de notre garde-robe dans une vie, ça finit là-bas et ça pollue. Bon, n'imaginez pas que l'IA générative qu'on utilise tous les jours, elle a été entraînée par des gens qui sont aussi bien payés que vous avec les mêmes conditions humaines et sociales. Ok, c'est dur, c'est comme ça, mais si vous faites un projet d'IA générative dans une entreprise, il y a forcément des gens qui savent ça et qui sont pas ok avec. Hein. Ça fait partie des trucs dont il faut pouvoir discuter. Ça roule ? Ouais. Ok, alors des logiciels optimisés plutôt que des applications énergivores. Je pense que sur celui-là, on va pouvoir aller assez vite parce que vous savez à quel point ça consomme. Ça remet en cause toute la question autour de la matérialité du numérique. Le fait que ça se lance en automatique sur Quant, moi, ça m'a claqué en deux. Vraiment. Sérieux, j'ai même pas le choix. Enfin... Ok, méga speed. Je vous mets des ressources, mais il faut aller regarder le paradoxe de Jevons et tout ce qui est justement les effets rebonds. Vraiment sur... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de mettre en place une technologie sans calculer à quel point, quand elle est démultipliée par le nombre d'êtres humains qui ont accès au numérique, c'est une méga claque. C'est pas parce que gna gna gna, c'est qu'une bouteille d'eau ou je sais pas combien d'ampoules ou de machin, je m'en fous. On est 34 milliards de périphériques connectés à Internet qui vont pouvoir avoir accès à une IA générative. Moi, c'est ça qui me pose problème. Vous voyez, c'est la démultiplication. Je vous remets pas mal de données, mais un truc que j'aime bien faire remonter, c'est que par exemple Green IT, qui est l'asso qui est très connu en France, et on a été vraiment les premiers, cocorico, c'est trop bien, ils n'ont pas la même façon de calculer que l'ADEME. Et donc il y a plein d'êtres humains, avec qui des fois on travaille, qui sont en mode « oui, mais c'est pas exactement le bon chiffre, ou c'est pas exactement le bon calcul, etc. » Je suis d'accord, on peut en discuter, encore une fois, esprit critique, ressources et tout, il n'y a pas de problème. Par contre, est-ce qu'on peut quand même se mettre d'accord sur le fait que, 1, c'est la merde, et que 2, faut qu'on fasse mieux ?
Moi, j'essaie toujours de recentrer le débat. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que ça fait mal, parce que ça fait peur, parce que ça les dérange, et c'est normal, parce que c'est dérangeant, tous ces sujets-là, ils vont venir faire de l'argussie sur du détail technique minime, ou sur une virgule dans un chiffre. C'est une façon de réagir, mais il faut essayer de recentrer sur pourquoi on est là ensemble, quoi. Moi, on m'a déjà demandé, en tant que fresqueuse, si la fresque en papier sur laquelle j'étais en train de faire l'exercice à tout le monde, elle était en papier recyclé. J'ai demandé à la personne si elle était à l'aise d'être là, si ça lui allait, et j'ai discuté avec elle en aparté, parce qu'en fait, ça sert à rien de dire un truc pareil, vraiment. Tout est une question d'échelle. Je vous ai mis une super illustration de ça. La fenêtre d'Overton, ça vous parle ? Un peu. Là, on en parle beaucoup en politique parce que avant, à l'extrême droite, il y avait Marine Le Pen. Après, il y a eu Zemmour. Et du coup, Marine Le Pen, elle a l'air moins pire que Zemmour. Vous voyez ? Ouais, ça, c'est la fenêtre d'Overton. C'est vraiment ça. C'est le déplacement. Il y en a un qui est moins pire parce qu'il y a un nouvel extrême qui est encore plus... voilà. Avant, oh là là, le numérique, ça consomme et il y a des serveurs et il y a beaucoup de ressources. Puis après, il y a eu l'IA générative. Et donc, on considère qu'on peut consommer tout ça dans le numérique. Mais avant, on avait une limite qui était bien plus basse. Et donc avec l'effet rebond, ça repousse ça. J'en parle parce que c'est normalisant en fait. Ça fait qu'après, dans notre quotidien, on considère que c'est normal. Avant, prendre l'avion, c'était un truc, un méga événement. Prendre l'avion pour pouvoir aller dans un pays européen tous les week-ends, c'est quoi là, le déplacement de qu'est-ce qui est OK ou pas OK. C'est vraiment ça. Proposer de la valeur utile plutôt que de consommer et créer des marchés captifs. Donc l'IA partout, on en a parlé. Est-ce que vraiment il faut qu'il y en ait dans vos aspirateurs automatiques, connectés, tout ça, machin. Je vais pas trop revenir dessus. L'IA partout, ça en général, ça vous intéresse et on en discute, c'est « Hey, ça va, le CV, vous vous sentez bien là ? On ne se sent pas trop mis sur le bench des départs ou des gens qui vont être dans la merde ?» Parce qu'on travaille quand même avec des gens qui font du dev, à qui on dit qu'on va pouvoir les remplacer et qu'ils ne sont pas aussi bons. Et puis maintenant, en fait, par exemple, moi, en tant que coach agile, on m'avait demandé à quel point l'IA peut me permettre d'être plus performante et efficace, etc. Enfin, voilà, je pense que c'est une vraie question. Encore une fois, je trouve qu'elle est particulièrement d'actualité. Elle est très débattue actuellement au Sénat, donc c'est intéressant d'aller regarder. Juste pour info, l'IA générative, elle est utilisée chez Chine pour détecter les micro-tendances sur les réseaux sociaux pour réussir à créer une nouvelle collection, sachant qu'ils en font à peu près 70 par an. Qu'en plus, les modèles des vêtements, ils sont volés, ils ne sont pas pris par des créateurs de chez Chine, mais ils sont pris à des gens. Et que, par exemple, pour les jouets de Noël, je vous le dis tout de suite, mais il n'y en a aucun qui respecte les normes européennes de construction et de santé publique. Voilà, je vous le dis, je vous le pose là, comme ça. Là, l'IA gène, ça sert à ça. Et moi, ce que je trouve dur, du coup, c'est que ça nous fait un vrai sentiment d'injonction contradictoire. C'est qu'en gros, si tu n'utilises pas l'IA, t'es une sorte de pirate rebelle, etc. J'ai entendu des copains, copines dans des ESN qui m'ont dit mais en fait, maintenant, on ne recrute pas des gens qui sont contre l'IA. Je ne sais pas comment ça se passe légalement. Maintenant, il va y avoir un dénigrement face à l'embauche IA. Je ne sais pas, c'est un critère de plus, quoi. Mais en même temps, si tu l'utilises, en fait, tu as conscience que tu utilises un truc qui est vraiment très mauvais pour le climat à cause de cet effet rebond, qu'il faut se poser la question de pourquoi, etc. Et en fait, je trouve que c'est important d'en parler, justement, de cette notion d'injonction contradictoire. À partir du moment où on en parle, ça va déjà mieux, en fait. C'est le fait juste de dire aux gens « fais comme ça et ne réfléchis pas » qui pose vraiment problème. Et enfin, pour l'amour de l'adaptation, plutôt que la course à la croissance, je ne saurais que vous recommander chaudement le travail de Tristan Nitto, qui a parlé de ce qu'on appelle la loi d'Irôme, parce que, en gros, globalement, je vais vous la faire courte, mais est-ce que vous savez que la personne qui a fait la loi, qui disait que que les processeurs doublaient tous les 2 ans, vous connaissez cette loi qui dit qu'on a de plus en plus de capacités pour les ordis, c'était aussi un des présidents d'IBM. Voilà, drop de mic, je pense que c'est bon. Voilà. Donc on aurait pu prendre une arborescence évolutive du numérique différente, mais on a pris celle-là, celle qui fait qu'on consomme plus et qu'on va plus en avant. Et donc il fait tout un travail autour de comment est-ce qu'on peut faire autrement, justement. Il est chez Octo et il est trop cool, n'hésitez pas, j'adore faire sa pub. Ça va être difficile de faire mieux, moins et moins de croissance et tout ça si c'est toujours activé partout. Surtout que c'est extrêmement dur à désactiver. Je ne sais pas si vous le savez, mais il faut le désactiver de votre LinkedIn, sinon il prend toutes vos infos actuellement. Donc pareil sur Instagram.
Franchement, si c'était pas si grave, vraiment, le bouton il pourrait être en page d'accueil. Hein. Enfin, dans le genre dark pattern, quand il te faut 5 minutes pour désactiver le fait qu'on utilise tes informations, il y a un moment, c'est une décision. C'est pas juste pour rire. Et enfin, un truc qui est lancé, c'est très dur à désactiver. Et pour ceux et celles qui connaissent COBOL, peut-être, notre vie entière repose dessus. Globalement, tout le système financier, d'aviation, la réservation de train et tout. Si COBOL ça pète, on est mort. Vraiment, quoi. Et pourquoi on ne désactive pas COBOL ou on ne le fait pas évoluer? Parce qu'il faut investir. Voilà, donc ça pose des questions autour de notre modèle économique, de qu'est-ce que ça veut dire l'amélioration continue, et aussi d'à quel point, une fois qu'on s'est habitué et qu'on a commencé à utiliser quelque chose, c'est dur de l'enlever. Je trouve que COBOL, c'est une bonne parallèle. Ça va? Ouais. Bah, moi, dans mon métier, je passe mon temps à dire ça va. Enfin, c'est bon, ça va. Parce que c'est justement, c'est pas des sujets dont on parle normalement en entreprise, quoi. Donc en fait, il faut un peu checker et se demander est-ce que ça vous va, c'est quoi les limites et tout. C'est pas facile. Donc en conclusion, l'important c'est surtout de penser robustesse, de se dire en fait comment est-ce que les choses qu'on développe, elles vont tenir dans le temps long. Qu'est-ce que ça veut dire tenir dans le temps long? Qu'est-ce que ça veut dire un investissement dans le temps long? Puisque l'économie, en fait, c'est juste une façon de discuter de comment est-ce qu'on va partager des biens communs. En fait, l'économie, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on va faire pour vivre ensemble, en vrai. On ne le présente pas comme ça, mais la question derrière, elle est quand même là. Donc, comment est-ce que ça veut dire penser le temps long et le temps tous ensemble? Et qu'est-ce que ça veut dire la mondialisation, la consommation, etc. Pour sortir du triangle de l'inaction, je pense que vous connaissez. C'est pas moi, en tant que consommateur, c'est à l'État de faire. L'État qui dit que c'est aux entreprises de faire. Les entreprises qui disent que c'est l'État qui devrait les réguler. Et qui disent aux consommateurs qu'ils ne devraient pas acheter autant de vêtements sur Chine, en plus. Hein. Enfin, vraiment, voilà. Donc pour sortir de c'est pas moi, il y a plein de bouquins et plein de façons de penser. En fait, le triangle de l'inaction, on en sort à partir du moment où on réfléchit à d'autres choses et on fait des choses. Vraiment, il n'y a pas de solution miracle. Vraiment. On n'a pas toutes les informations. Et je pense qu'un des trucs qui est le plus dur, et donc je vous en donne quelques-uns, c'est d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait vivre autrement et qu'est-ce que ça serait qu'un autre numérique. Si vous avez des questions là-dessus, vraiment, lisez Un psaume pour les recyclés sauvages. Ils ont un ordinateur quand ils sont ados et ils le gardent toute leur vie. Et qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que c'est comme système de fonctionnement humain, par exemple. Je pense que c'est très dur pour nous de penser la suite parce qu'on n'a aucune idée d'à quoi ça va ressembler et qu'on n'a pas d'argent pour essayer de faire autrement, en fait. Comme on n'innove pas. Souvent dans les entreprises, on dit on veut absolument être agile, etc. Oh non, allez, s'il te plaît. On nous dit on veut absolument être agile, etc. Mais on donne pas un rond aux petites innovations, aux short trucs et tout. Ça finit toujours en prod. Enfin bref, vous connaissez par cœur. Ça se pose ici. Et donc, la dernière fois, pour conclure, je disais, c'est une phrase de Sartre qui m'a énormément portée dans ma vie. L'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous. Donc, c'est-à-dire, on est né dans cette société avec un système économique et une façon de consommer, de considérer qu'un truc nous appartient à partir du moment où on achète, et ensuite il est dans la poubelle et ça ne nous concerne plus, par exemple. C'est notre façon de penser habituelle. L'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous, mais c'est ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Une fois qu'on a pris conscience de qui on est, d'où on vient et de comment on réfléchit, ok, on se tape pas dessus, on va pas passer notre temps à dire qu'on est des connards, c'est pas facile, machin. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on s'apitoie pas et on avance. Et donc, je voulais rajouter par rapport à cette conférence-là que par contre, ça dépend justement aussi des limites que nous impose le système dans lequel on est. Il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne pourra pas faire parce que notre entreprise et les gens avec qui on est n'ont pas cette volonté-là. Et que c'est ok et qu'on ne se maltraite pas à cause de ça. Voilà. Et après, parce que ça fait du bien, ils vendent moins de voitures et moi, voilà, capitaine Groschet dans sa gueule. Toutes les informations sont sur le site de la conférence. Vous avez les limites numériques. De toute façon, je donnerai la présentation. Et voilà. Merci à vous.